Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Duel, une émission politique qui reçoit donc chaque semaine des hommes politiques pour discuter, commenter, analyser les faits saillants de l'actualité de la semaine. Au sommaire donc de cette édition, nous allons parler donc, du 23 mars, une date qui est retenue par tous les Sénégalais, qui est attendue aussi par beaucoup de Sénégalais, pour ne pas dire tous les Sénégalais. Comme vous avez pu le constater, il suffit de faire un tour dans les rues de la capitale, ici à Dakar, pour comprendre que Dakar est presque en état de siège. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on attend le procès, le verdict du procès de Karim Wade qui promet en tout cas peut-être des échauffourées à Dakar. Nous ne le souhaitons pas, mais ça en a tout l'air. Alors pourquoi? Parce que tout simplement du côté de l'opposition, ce verdict risque d'être contesté. Cela a été un peu rehaussé, ou pour ne pas dire envenimé, par l'arrestation de beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais et de beaucoup de jeunes de ce parti qui sont soupçonnés de vouloir fomenter en tout cas des échauffourées le 23 mars prochain, c'est-à-dire lundi. Alors, pour parler aussi d'une autre actualité, il s'agit de l'emprunt obligataire de la mairie de Dakar qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment. Le Premier ministre lui-même est monté au créneau il y a quelques 2 semaines à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité. Une séance au cours de laquelle il s'est expliqué sur les tenants et les aboutissants de ce blocage, parlant donc d'un aspect technique plutôt que d'aspect politique. Malgré tout cela, le Parti socialiste, l'opposition, pour ne pas dire tous ceux qui sont avec M. Khalifa Sall, semblent prêts de faire la sourde oreille en disant que tout cela est politique. Il s'agit tout simplement d'une volonté du pouvoir de bloquer M. Khalifa Sall, à qui on prête les intentions de devenir candidat à la présidentielle de 2017. Alors, pour parler de toute cette actualité, nous recevons sur ce plateau 2 enseignants. L'un, c'est M. Amadou Mokhtar Ndiaye. Il est professeur à l'université de Thiès. Il est aussi le secrétaire général du Parti républicain et citoyen Gëm Sa Bopp. M. Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, M. Gëm Sadio. Avec lui sur ce plateau, un enseignant aussi au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il est cadre de l'APR. Il est conseiller municipal à Pikine-Est, président de la commission des finances. Je veux nommer donc M. Tabouré Agne. Bonjour. Bonjour, M. Jean. Alors, je vais rester avec vous, M. Agne, et vous êtes de l'APR, le parti au pouvoir. Actuellement, donc, les nerfs sont tendus à Dakar, notamment avec le procès de Karim. Alors, comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Comment ça se prépare, vous, au niveau de la cellule des cadres et plus largement au niveau de l'APR? Bon, merci Georges. Donc, je salue d'abord mon co-débatteur, M. Ndiaye. Je salue aussi donc, tout ce public donc, qui nous suit, donc, particulièrement donc, les militants de l'APR, surtout ceux donc, de Pikine-Est. À leur tête, donc, notre maire, Issa Diop. Et je salue aussi donc, mon ami et frère, donc, Abdoulaye Timbo, donc, coordinateur de l'APR au niveau de Pikine et en même temps maire de ville. Maire donc, de ville de Pikine. Alors, cela dit, je pense que nous, au niveau de l'APR, nous l'appréhendons sereinement cette situation. Nous l'appréhendons donc de façon donc, très sereine. Et donc, nous pensons que le 23 mars, donc sera un jour comme les autres. Et donc ce jour-là, nous pensons que le procès de Karim Wade est un procès comme les autres. Et donc le 23 mars, donc, la justice sénégalaise, particulièrement donc, la CREI, va donner son verdict, donc va dire donc, le droit donc, au nom du peuple sénégalais. Et je répète cela tout le temps. Et je dis que ce jour-là, donc, le droit sera dit au nom du peuple sénégalais. Parce que le droit, ici au Sénégal, nous sommes dans un état de droit. Et donc les juges sont soumis à la seule autorité, à la seule autorité de la loi, d'après la Constitution. Donc les juges ne sont pas soumis à la volonté de Macky Sall. Chaque jour que Dieu fait au Sénégal, donc nous voyons chaque jour des gens qui sont condamnés par la justice sénégalaise, qui est une justice donc, de qualité. Et donc, ça passe. Donc, mais cette fois-ci, c'est que la CREI est une justice et une cour spéciale qui n'a rien à voir avec les autres cours qu'on voit tous les jours. Oui, mais cela n'enlève rien au procès qui est un procès normal, qui est un procès tout à fait, qui a été un procès tout à fait équitable. Nous avons suivi ce procès du début jusqu'à la fin, bientôt pratiquement à la fin, bientôt le 23 mars, on va donner le verdict. Moi, je ne vois pas ce qui justifie aujourd'hui cette agitation au niveau vraiment de l'environnement politique. Parce que ce procès-là, du début à la fin, je peux dire que donc, toutes les exigences de procès équitable ont été respectées.
Alors, je ne vois pas quel est le problème. Certaines personnes ont voulu le politiser, donc crier, donc manipuler l'opinion, essayer un certain discrédit au niveau donc, de la CREI, pour tout simplement essayer donc de discréditer la décision qui sortira donc de la CREI le 23 mars. Alors ça, nous savons que c'est une stratégie politique qui a été mise en place, parce que les gens qui l'ont fait, en fait, n'ont pas d'argument juridique. Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'éléments qui accablent aujourd'hui donc M. Karim Wade. Et nous avons tous suivi le procès. Et donc, voilà, nous pensons que vraiment... M. Ndiaye, comment est-ce que vous êtes de appréhender donc ce 23 mars? Okay. Donc tout d'abord, Georges Nessa Diop, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui de discuter et de débattre sur un certain nombre de sujets d'actualité qui interpellent le Sénégal. Je profite aussi de l'occasion pour remercier et pour féliciter l'ensemble des responsables, des militants et des sympathisants du Parti républicain et citoyen, le PRC Gëm Sa Bopp, et de rappeler à l'opinion nationale et internationale la feuille de route de notre parti, conformément telle qu'elle a été déclarée avant les consultations citoyennes et jusqu'à la constitution de notre parti, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des conditions pour permettre à la jeunesse de notre pays, du Sénégal, de prendre le pouvoir ici. Et ça, c'est un travail qui nous interpelle tous, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas accepter que dans un pays aussi jeune, où les jeunes représentent plus de 65% de la population, que le pouvoir ou l'État puisse être dirigé ou puisse être géré par des octogénaires qui, du reste, ne sont pas en phase avec nos aspirations et avec nos intérêts. Donc, revenant sur la question du verdict de l'affaire Karim Wade, lundi, qui sera délibéré, Inch'Allah, le lundi 23 mars, nous pensons, et nous l'avons toujours dit au niveau de notre parti et de l'ensemble des manifestations que nous avons eu à mener à Dakar, qu'il s'agit bel et bien de ce qu'on appelle un procès politique. Un procès politique, pourquoi? Parce que lorsque vous amenez quelqu'un au tribunal, je pense que la décence même devrait vous indiquer à faire brandir des preuves. Or, du début jusqu'à la fin, on n'a pas encore vu un seul sou qui a été brandi par les avocats de l'État et qui a été brandi aussi par les juges. Donc, nous ne pouvons pas accepter, et bien évidemment, qu'à l'issue de ce procès politique qui a été entaché d'irrégularité, on a vu des avocats qui ont été expulsés de la salle. Nous avons vu M. Wade qui a été brutalisé au sein même de ce tribunal-là, de la cave du tribunal de Dakar. Et vu l'ensemble de ces aspects-là, nous ne pouvons pas véritablement être en phase avec le verdict qui sera donné le 23 mars, qui, nous le pensons, sera tout simplement un verdict purement et simplement politique. Mais le plus important, vous savez, il y a deux verdicts. Il y a le verdict du président Macky Sall et des juges de la CREI, qui est une cour d'exception. Il y a aussi le verdict populaire. Et nous sommes des adeptes du verdict populaire. Et le verdict populaire, je pense qu'il a tout simplement disculpé Karim Wade, parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais reste sur sa faim, à moins que lundi, ils viennent avec les 117 milliards qui vont poser sur la table. Donc, vu sur ce projet-là, moi, je regrette très sincèrement l'instabilité qui a été créée et qui est l'œuvre exclusivement du président Macky Sall, parce que même en venant ici, nous avons vu que la ville commence à être tout simplement bunkérisée. Il y a les forces de l'ordre qui sont là. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un pays en guerre. Donc, tout ça, c'est du fait de l'entêtement, excusez-moi du terme, du président Macky Sall, qui refuse d'ouvrir un dialogue sérieux et serein avec toutes les forces vives de l'opposition. Parce qu'au-delà de tout, c'est le Sénégal qui nous intéresse. Nous nous battons pour le Sénégal et pour son développement. Et dans un tel contexte, toute mise en œuvre du plan Sénégal émergent est tout simplement impossible. Parce que le PSC ne peut pas se dérouler dans cette insécurité-là, dans cette instabilité, et aujourd'hui, qui est l'œuvre véritablement de quelques responsables et à leur tête le président Macky Sall. Donc nous avertissons le président Macky Sall, nous lui demandons de rester serein, nous lui demandons de dire à ses forces de l'ordre de rester au niveau des casernes, parce que leur place, ce n'est pas au niveau des rues, ce n'est pas aussi de tenter véritablement d'apairer la population. Donc, vu sur ce procès-là, nous avons fini de faire, nous aussi, au niveau de notre quartier général, de coordonner notre mobilisation. Et lundi, 23 mars, nous serons... Ah oui, mettre à la mobilisation, donc vous serez au tribunal le 23 mars. Georges, vous savez, il y a deux camps. Il y a le camp du pouvoir et il y a le camp de l'opposition. Donc nous, n'étant pas au niveau du camp du pouvoir, nous sommes d'office véritablement membres de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, ça, nous revendiquons ça. Donc lundi, nous avons fini, je vous l'ai dit tantôt, et au niveau du communiqué de notre parti politique et aimant de la direction du parti qui a été publié aujourd'hui dans une scène de presse, nous avons fini de faire notre mobilisation et nous tous, nous serons lundi
23 mars au niveau du tribunal départemental de Dakar et nous allons le mobiliser de façon massive. Parce que c'est un procès dont l'issue, véritablement, va marquer une nouvelle reconfiguration du lendemain politique. Donc nous avons toujours dénoncé ce procès à caractère politique et notre détermination et notre engagement à soutenir un frère qui est persécuté par un pouvoir véritablement qui est en fin de règne. Donc nous serons tous de ce combat-là et nous allons jouer les premiers rôles de vie. Alors, Tabouré, est-ce que quelque part, il n'y a pas une... Vous avez tantôt dit que vous étiez serein et tout ça, que le pouvoir était serein, mais est-ce qu'il y a des aspects qui ne trompent pas, hein, comme l'a dit tout à l'heure M. Ndiaye, il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent quelque part une fébrilité, pour ne pas dire que le pouvoir a un peu, je ne sais pas, a perdu sa sérénité quand on emprisonne à gauche, à droite, on prend même un de vos maires là, je veux parler de Dien, qui a été mis en prison, ou bien en tout cas qui est placé en garde à vue, parce que tout simplement on a pris avec lui une centaine de pneus. Est-ce que tout cela ne dénote pas d'une certaine manque de sérénité? Bon, non, M. Georges. Mais d'abord, je voudrais répondre un peu à M. Ndiaye et lui dire que son parti s'appelle, vous vous dites des républicains et des citoyens. Bien sûr. Mais c'est vraiment en contradiction avec le discours que vous tenez. Je suis désolé, M. Ndiaye. Parce que le discours que vous tenez, quand vous parlez vraiment de sortir dans la rue, d'aller au niveau du tribunal, etc., et vous jetez un peu le discrédit sur la justice sénégalaise, ça, c'est pas républicain. C'est pas républicain. Parce qu'un républicain, c'est quelqu'un qui respecte les institutions de la République. Un citoyen, c'est quelqu'un qui s'adonne, qui s'engage pour la République. Donc, un républicain ne peut pas tenir ce langage, je suis vraiment désolé. Et quand vous dites que ce procès est politique et qu'il n'est pas équitable, moi, je me demande bien sur quoi vous vous basez. Mais la justice sénégalaise est une justice indépendante. Je suis désolé. Mais dites-moi une seule fois où Macky Sall, un magistrat, où vous donnez-moi la preuve, une seule fois où vous avez entendu un magistrat dire qu'il a subi la pression au niveau venant de Macky Sall ou bien de l'État pour influer sur le procès en cours. Il n'y en a pas. Donc je me demande pourquoi les gens disent que ce procès-là, c'est un procès où Macky Sall influe sur le procès. Il n'y en a pas. Je pense que quand même, il faut aussi, d'abord, quand on est républicain, la première des choses, c'est de respecter les institutions. Et deuxièmement, c'est de respecter l'état de droit. Parce que respecter l'état de droit, c'est respecter les règles qui régissent notre République. Et au niveau de l'état de droit, je pense que l'élément central, c'est la justice. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train quand même de s'amuser, sont en train vraiment de jouer à un jeu extrêmement dangereux. Nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays avec une justice qui a fait ses preuves. Mais la preuve que je vous donne, M. Karim Wade et ses partisans disent que cette justice-là est une justice à la solde de Macky Sall. Or, on sait récemment, mais M. Comment il s'appelle, Karim Wade a porté plainte contre l'expert Alioune Ndao au niveau d'un tribunal. Donc, c'est des choses contradictoires. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas confiance à une justice et vous allez porter plainte au niveau de cette même justice pour qu'on règle votre problème. Oui, mais Karim n'a pas porté plainte devant la CREI, il a porté plainte contre Alioune Ndao devant les juridictions. Devant les juridictions, mais eux, ils disent que le système judiciaire sénégalais, parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de discréditer aujourd'hui le système judiciaire sénégalais. En passant par la CREI. C'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Et je pense que de ce point de vue, il y a un problème. D'autre part, j'ai dit, mais M. Karim Wade, nous avons suivi, peut-être que vous n'avez pas suivi le procès, je me demande si vous avez suivi le procès. Parce qu'à suivre le procès, même avant le procès, mais nous étions là avant, il y a 3 ans de cela, tout le monde sait aujourd'hui que Karim Wade, avec le train de vie qu'il avait avant même l'alternance en 2012, mais ne serait-ce que les faits, cette gestion gabégique des deniers de l'État, cette gestion gabégique, donc nous l'avons vécu. Nous savions très bien qu'avant, ici, au niveau de l'ANOCI, Karim Wade gérait pratiquement un budget de 250 milliards. Et lorsque les dépenses sont passées, M. Karim Wade a déclaré, avec Baldé, a déclaré 72 milliards. Les gens ne s'y retrouvaient pas. Voilà quelqu'un qui a géré un super ministère au niveau de l'État, qui était ministre de l'énergie, ministre des infrastructures, et qu'on appelait même ministre du ciel de la terre. Mais seulement, on n'a pas accusé Karim Wade d'avoir détourné de l'argent. Qui avait même des prérogatives, j'ai contenu des prérogatives beaucoup plus importants que le ministre des Finances. Parce que Karim Wade avait la possibilité d'engager les finances de l'État en ce moment-là, au niveau de la coopération internationale. Et c'est lui-même qui a dit qu'au niveau de l'ONUCI, qu'ils avaient mobilisé 432 milliards. Mais c'est tout à fait normal qu'après ça, que les gens puissent se demander, mais où est-ce que tout cet argent est rentré? Je pense que c'est à ce niveau-là. On est là. Je pense que ce procès-là, c'est un procès de la bonne gouvernance. C'est un procès de rupture. Je pense que pendant des années, depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, depuis Abdoulaye Wade, les gens ont laissé trop faire cette élite politique
qui ne vit que d'accaparement des ressources publiques de l'État. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une rupture au niveau de l'État avec Macky Sall, donc pour vraiment essayer de mettre dans ce pays, donc, de renforcer la gouvernance dans ce pays. Cette rupture-là, ça ne sera pas certainement à vous de le dire, ça sera certainement après peut-être le départ de Macky Sall, ceux qui le remplaceront, qui vont dire effectivement s'il y avait rupture dans la gestion des biens publics ou pas. Mais nous le disons parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont posés. Vous avez, à part donc, le procès de Karim Wade, vous avez les institutions de contrôle aujourd'hui sont renforcées avec l'OFNAC. Or, avant, avec le PDSE, ils avaient créé une commission, donc, je pense, relative à la non-transparence, qui n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, l'OFNAC, par exemple, est une preuve de garantie d'une certaine bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, avec l'OFNAC, quand, par exemple, la présidente de l'OFNAC peut saisir aujourd'hui directement le procureur, sans passer par le président Macky Sall, je pense que ça, c'est une base. Là sera, en tout cas, l'avenir nous jugera sur l'OFNAC et toutes ces structures que vous avez mis sur pied. Alors, M. Nia, il vous l'a dit tantôt, est-ce qu'être républicain, c'est véritablement aller le 23 devant le tribunal pour écouter le procès? Là, Maître Wade a appelé à la mobilisation. Il a dit que le procès sera commenté sur place. Mais est-ce que cela ne risque pas de créer des troubles à l'ordre public? Et si on vous interdit l'accès même du tribunal, est-ce que vous ne craignez pas cela? Ok, d'accord. Donc, Georges Nessa Diop, permettez-moi de revenir un peu sur les allégations de mon co-débatteur, M. Agne, parce que tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est avoir ou bien adopter une posture républicaine qui nous a conduit véritablement à nous battre pour une certaine considération ou bien une certaine revalorisation de nos revendications politiques et que nous portons. Et je suis très fier véritablement de brandir haut le drapeau de la jeunesse de mon pays et qui n'est pas prise en compte dans les politiques publiques qui sont développées par le président Macky Sall. Revenant sur le procès, je pense que mon co-débatteur, M. Agne, n'a pas très bien compris. Sinon, il a eu une compréhension un peu erronée de la situation. Pourquoi? Parce que M. Karim Wade n'est pas accusé d'avoir pris l'argent du Sénégal, l'État du Sénégal. M. Karim Wade a été ministre, comme vous l'avez dit, il a géré véritablement des fonds, il a géré des deniers de l'État, mais il n'a pas été accusé par la CREI d'avoir volé ou d'avoir pris les deniers de l'État. M. Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite. Et je pense que c'est carrément différent en fait. C'est carrément différent. Donc, sur le plan de sa gestion au niveau de son ministère, je pense qu'il a reçu carte blanche de l'État. Parce que tout simplement, aujourd'hui, toutes les structures, tous les corps de contrôle de l'État aujourd'hui sont d'avis que les deniers qu'ils géraient ont été bien gérés et ils n'ont pas de preuves véritablement par rapport à ça. Ils l'accusent de mener un train de vie qui est en déphasage avec tout simplement ses revenus. Et même ça, je pense que c'est légitime de votre part de le dire, si vous voulez. Parce que je respecte ça. Mais quand même, lorsque vous amenez quelqu'un devant une cour spéciale, la mort des choses, vous êtes un intellectuel, vous êtes un professeur. Et moi, c'est ce que vous faites, parce que nous partageons le même système. J'ai dit, vous ne pouvez pas amener quelqu'un au tribunal, le faire condamner sans preuve palpable. Vous avez commencé à l'accuser d'avoir pris 697 milliards. Et ensuite, aujourd'hui, vous êtes à 117 milliards. Mais jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore, nous sommes à 3 jours du verdict de ce procès, il n'y a pas un seul sou ou bien un seul franc que les juges ou bien que les gens qui composent cette cour de la CREI peuvent brandir et peuvent mettre sur la table. Oui, est-ce que c'est une posture républicaine? Je donne aussi l'exemple de M. Albourendao. Tout de suite, vous avez parlé de lui. Albourendao a dit que Karim Wade possède un compte à Singapour, un compte où vous avez 47 milliards. Mais Albourendao n'a pas été capable de fournir les preuves de ces allégations-là. Albourendao n'a pas été capable. Et je pense que si vous suivez l'actualité politique du pays, vous avez vu que Albourendao s'est tout simplement dérobé à la dernière minute. Donc comment pouvez-vous condamner quelqu'un sur la base de ces allégations ou bien sur la base de ces déclarations fantaisistes? Je suis très bien le président Macky Sall, qui est le premier responsable du peuple sénégalais. Il a dit, il y a une semaine ou bien il y a 2 semaines je crois, il a dit que comment on peut condamner quelqu'un qui a volé un poulet, qui prend 20 ans, alors que quelqu'un qui a pillé les caisses de l'État, cette personne-là puisse s'en sortir indemne. Je pense que la déclaration du président Macky Sall illustre de fort belle manière l'état d'esprit dans lequel il se trouve et véritablement, ça aussi, ça va influencer directement ou bien indirectement les juges de la CREI, de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Donc, pour la posture républicaine, c'est parce que nous sommes républicains, c'est parce que je suis foncièrement républicain, j'aime mon pays, je suis patriote, raison pour laquelle je vais mobiliser tous les militants, les responsables et les sympathisants du parti républicain et citoyen pour aller écouter. Je ne vous ai pas dit que nous allons aller là-bas pour brûler le tribunal. Je ne vous ai pas dit que nous allons faire des manifestations qui tentent à déstabiliser véritablement le pays. Parce que je vous dis qu'au-delà de tout, au-delà des
partis politiques, au-delà des mouvements, ce qui nous intéresse, c'est le développement socio-économique du Sénégal. Et vous avez une responsabilité, et Macky Sall étant le premier responsable de ce pays-là, c'est lui qui devait jouer la carte de l'apaisement, et malheureusement, il ne l'a pas joué. C'est un président de la République qui veut aller, qui adopte une posture jusqu'au boutiste, et je vous dis que nous aussi, nous n'allons pas le laisser faire. Nous serons au tribunal de façon républicaine, dans la paix, pour écouter l'issue qui sera donnée à ce procès politique qui va, comme je vous l'ai dit tantôt, M. Georges Nessa Diop, redéfinir véritablement le lendemain politique du Sénégal. Voilà, comme il le dit, est-ce que ce n'est pas à vous, au niveau de l'État, de prendre les devants et de, en tout cas, jouer la carte la... Parce que, est-ce que, par exemple, en prenant les responsables du PDS, les jeter en prison, notamment arrêter certains jeunes, des lutteurs, est-ce que cela participe à l'apaisement de la tension? Mais je pense, M. Georges, nous avons joué à l'apaisement. Parce que vous savez très bien que, par exemple, Maître Abdoulaye Wade a parlé d'insurrection. Il a appelé à l'insurrection. Il a appelé au coup d'État. Donc, il a appelé à marcher sur le palais. Il a traité de tous les... Donc, Monsieur le Président de la République. Mais vous voyez, l'État n'a pas réagi. Tout simplement pour apaiser, donc calmer un peu la situation. Je reviendrai sur ça. Mais je voulais dire à M. Ndiaye, évidemment, je me rends compte que vous n'avez pas suivi le procès. Parce que quand vous dites qu'on n'a rien trouvé chez Karim Wade durant tout ce procès, je pense que vous n'avez pas suivi le procès. Et je pense que Karim Wade, on a trouvé chez Karim Wade une trentaine de sociétés dans son patrimoine. Je parle du patrimoine parce qu'il y a un patrimoine qui est constitué donc de fonciers et il y a aussi des deniers qu'on a trouvés chez lui. On a trouvé à peu près une trentaine de sociétés. C'est les sociétés AHH, ABS, c'est les sociétés Terra Vision, etc., etc. Et la notaire qui a constitué ces sociétés a carrément affirmé que c'est Karim Wade qui lui a demandé de constituer ces sociétés. La notaire Maître Patrice Alek a carrément affirmé, ça c'est tout le monde l'a vu, tout le monde a carrément affirmé que c'est Karim Wade qui lui a demandé de constituer ces sociétés. C'est Karim Wade qui lui a donné le nom de ces sociétés, le capital de ces sociétés, qui lui a donné aussi les actionnaires de ces sociétés qui doivent être dans ces sociétés. Donc je pense que ça, vous ne pouvez pas dire que donc Karim Wade, il n'y a pas un patrimoine. Aujourd'hui, ces sociétés sont administrées provisoirement par l'État. L'État a délégué des personnes qui provisoirement qui sont entrées. Et vous avez, avec la société CEDA Média, mais vous avez le témoignage de Cheikh Tidiane Diallo, qui a carrément affirmé que c'était un prête-nom de Karim Wade, que c'est Karim Wade qui a constitué la société et que Karim Wade lui a demandé d'être prête-nom. Et Karim Wade lui a donné 30% de la société et 70% les autres à Patrick, je ne sais pas comment il s'appelle, Patrick Williams. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas. Ça, c'est les sociétés. Sur un patrimoine estimé à des centaines, à des milliers de milliards. Oui. Mais je termine. Ou à centaines de milliards. Je termine. Il y a les comptes de Monaco. Les comptes qu'on a trouvés à Monaco, au Dilisba Bank de Monaco, ces comptes s'élèvent. Donc c'est l'expert, en les quantifiant, a trouvé qu'il y avait au moins 99 milliards de flux financiers qui sont passés par ces comptes. Et parmi ces comptes, il y a un compte de Karim Wade à hauteur de 1,3 milliard que n'a pas refusé, qu'il a accepté la paternité de ce compte. Et même le maître Abdoulaye Wade, son père, a dit que c'est 1,3 milliard, c'est lui qui les a donnés parce que ça venait des droits d'Arabie Saoudite. Mais quand même, soyons sérieux. Ça, c'est le patrimoine financier. Je dis, les terrains qu'on a trouvés, on a trouvé beaucoup de terrains. Il y a un terrain de 6395 mètres carrés au niveau de la Corniche, avec la société Hatstrand et Dendro, en complicité avec Ibrahim Abou Khalil Bourgi et en complicité avec Mamoudou Pi. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de patrimoine. C'est pourquoi je dis que vous ne suivez pas. Ça pose problème. Vous ne suivez pas le procès. Parce que si vous suivez le procès, donc tous ces éléments seraient à votre disposition. Mais que représente tout cela? Que représente tous ces éléments que vous venez de citer par rapport à une fortune, pour ne pas dire un patrimoine qui était estimé à 700 et quelques milliards? Jusque-là, on est de 700 milliards, on est revenu à 117 milliards, moins les 47 milliards de Singapour. Mais cela montre que, évidemment, c'est sérieux, que le procès est sérieux, que l'État a travaillé sérieusement. Parce que si c'était tout simplement dans la politique politicienne, nous aurions maintenu les 694 milliards. C'est parce qu'un travail sérieux a été fait. Une enquête sérieuse a été faite. Qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, le patrimoine réel aujourd'hui, exigible, réel et véritable, sur lequel on peut fonder un bon dossier, un bon dossier s'élève à 117 milliards. Alors que faites-vous? Quel crédit maintenant donner à tout cela quel crédit maintenant donnez-vous à tout ce qui a été dit, mais surtout après avoir entendu la version d'Alunda ou l'expert financier? Oui.
qui dit qu'il n'a aucune traçabilité, aucune preuve que ce compte appartient à Karim. Non, je pense que pour le cas de Pape Albouri Ndao, c'est quelque chose qui est en train d'être jugé. M. Karim Wade a porté plainte. Attendons de voir ce que ça va donner. Oui, mais vous qu'est-ce que ça vous donne comme lecture? Comment? Vous. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réduire donc votre conviction sur la culpabilité de Karim par rapport à ce que vous avez vu déjà écrit? Non, pourquoi? D'après tous les preuves que j'ai, Maître Patrice Saleh qui parle, Cheikh Tidiane Ndiaye qui parle, il y a Noël Deconik qui était PCA au niveau de HCS, qui a fait des témoignages pour dire que, évidemment, donc, quand une société vous appartient, je me demande bien pourquoi vous vous cachez derrière des noms HQ1, HQ2. Or, M. Ibrahim Khalil Bourgi et M. Mamadou Pouye se cachaient derrière des pseudonymes. Et il y a beaucoup de témoignages qui ont montré que, évidemment, ces sociétés appartiennent à M. Karim Wade, qui était derrière Ibrahim Khalil Bourgi et Mamadou Pouye, qui étaient les amis d'enfance de je pense que moi, je ne peux me fier qu'à ces témoignages. Oui, ça sera mais au juge. Moi, je ne donne pas un verdict. Parce que moi, je ne donne pas un verdict. De toute façon, le verdict, on le verra le 23 mars. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a suivi le procès et qu'il y a assez d'éléments. Est-ce que vous n'êtes pas pour un verdict d'apaisement, par exemple, au vu de la situation, si tant est que vous souhaitez qu'est-ce que vous appelez verdict d'apaisement? Parce qu'aujourd'hui, les juges doivent lire le droit. Nous, ce que nous demandons, c'est que le droit soit dit, que la vérité soit dite. Au nom du peuple sénégalais. Nous, c'est ce que nous demandons. Nous ne demandons rien d'autre. Oui. Nous demandons que ce soit fait. Est-ce que vous ne militez pas pour un verdict d'apaisement plutôt qu'à l'affrontement dans la rue? Non, vous savez, Georges, nous, on n'a jamais dit que nous allons vers un affrontement, que nous allons vers un quelconque affrontement. Nous sommes des partisans de la paix. Et je pense que la posture que nous avons adoptée depuis le début de ce procès-là, vous ne nous avez jamais entendu descendre dans la rue ou bien brûler des pneus. Donc à chaque fois, c'est une posture de réflexion, c'est une posture aussi que nous suivons chaque jour ce qui se passe au niveau de ce tribunal-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour tout simplement revenir un peu aux déclarations de mon co-débatteur, je pense qu'au niveau de ce procès-là, tous les indices aujourd'hui, toutes les organisations de défense des droits de l'homme, presque toutes les organisations politiques qui sont sérieuses, les organisations de défense des droits de l'homme, aujourd'hui, ils ont dit que véritablement, c'est un procès qui ne s'appuie pas sur des preuves. Tout de suite, vous avez dit qu'ils ont vu que Karim Wade véritablement a une cinquantaine de sociétés ou bien une trentaine de sociétés. Ces mêmes gens, de la même façon qu'il y a eu des témoignages à charge, il y a eu presque énormément de témoignages à décharge. Il y a des gens qui sont venus qui ont dit que ces sociétés-là, dont vous parlez, ce sont nos sociétés et le patrimoine avec lequel nous les avons consultés, c'est le patrimoine que nous avons légalement acquis. Moi, je pense que quand même, si vous avez suivi le procès, vous aussi, vous me taquinez tout à l'heure, vous avez dit que je n'ai pas suivi le procès. Je pense que vous aussi, véritablement, il faut qu'on reste dans un cadre beaucoup plus réaliste pour essayer de recadrer un peu les débats. Les gens, ils ont dit que les sociétés qui sont attribuées à Karim Wade ne sont pas les sociétés de Karim Wade. Ça, c'est très clair. Ils l'ont dit ici. Ils ont dit que ces sociétés, les patrimoines de ces sociétés-là, quelqu'un comme M. Bourgi, il a dit. Vous savez, il a redit. Et même lors de sa plaidoirie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça, c'est un patrimoine qu'il a pu véritablement avoir bien avant même la naissance de Karim Wade. Donc ça, quand même, je pense que si ce sont ces gens-là qui déclarent qu'ils ne de Karim Wade et que l'État s'entête à travers la CREI de dire que ce sont des sociétés qui appartiennent à Karim Wade, il y a un problème. Mais je dis que ce n'est pas très clair parce que tout simplement le cas d'Albouri Ndao vient de justifier encore véritablement ce que nous avons dit. Albouri Ndao n'a pas pu donner des preuves que les 47 milliards de Singapour existent. Or, c'est sur la base de ces 47 milliards de Singapour-là que Karim Wade a été tout simplement incarcéré pour une deuxième fois après avoir fini de purger 6 mois en prison. Donc quand même, voilà quelqu'un qui a fait 6 mois en prison sur la base quand même d'allégations qui sont plus extrêmement subjectives ou bien qui sont plus moins subjectives. Ça, je pense que c'est une chose qui est là. Nous avons dit que eux, le verdict, ils l'ont déjà donné. Le procès de Karim Wade a commencé en 2009. Nous savons comment ça se passe. Nous avons véritablement des informations qui émanent de sources officielles que le verdict, vous l'avez déjà. Et les juges, ils ont déjà le verdict dans leur poche. Ça, c'est très clair. Mais nous ne sommes pas des partisans de l'affrontement. Et ça, il faut que ça soit très clair. Nous allons nous rassembler au niveau du tribunal régional de Dakar. Et si on vous interdit ce rassemblement au tribunal? Bon, si on nous interdit ce rassemblement au niveau du tribunal, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons tenir à témoin l'opinion nationale et internationale qu'au Sénégal, il y a véritablement quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde. Et quand des gens, d'honnêtes citoyens, qui n'ont absolument rien fait, viennent pour assister
à un délibéré, véritablement un délibéré, si on nous refuse l'accès du tribunal, ça veut dire tout simplement que, véritablement, ce sont des gens qui veulent la guerre. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai dit. La posture du président de la République doit être une posture républicaine. C'est lui qui n'est pas républicain en réalité. C'est lui qui n'est pas républicain. Et moi, je remets en cause, véritablement, le fait, pour le président Macky Sall d'être républicain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans les rues, tout le monde est sorti. Il y a la capitale Dakar qui est en train de bulgariser. Il y a les filatures, tout le monde est suivi. Les gens de l'opposition, ils sont tout simplement persécutés psychologiquement. Et ça, je pense que ça ne peut pas être accepté dans un état de droit. Georges, vous n'avez jamais vu un état de droit où vous avez des militaires qui sont en 24 heures sur 24 dans les rues, la police qui est dans la rue, la gendarmerie qui est dans la rue. Nous ne sommes pas au Rwanda, nous ne sommes pas au Burundi. Et si lui, il n'avait pas peur, véritablement, parce que nous, on n'a pas d'armes, véritablement. Nous, on n'a pas d'armes. La force est incarnée par l'État. C'est le président de la République qui détient la force légale. Et c'est lui qui doit savoir raison garder. Nous allons vers un procès sérieux. Ce n'est pas n'importe quel procès. La dernière fois, je l'ai vu lors de la sortie qu'il a accordée à la presse étrangère. Il a dit que pour la candidature de M. Karim Wade, permettez-moi d'abord en rire. Moi, dernier, et s'il veut tout simplement en rire, mais qu'il le libère. Qu'il le libère. Qu'il le libère. Il dit que Karim Wade ne peut pas constituer un danger pour lui. Mais qu'il le libère. Et au niveau de l'opposition, je dis bien, ça c'est un combat de principe. Nous sommes contre toute confiscation de nos libertés. Nous sommes contre toute confiscation des libertés des citoyens sénégalais. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, en 2015, que nous allons l'accepter. Nous n'allons pas accepter ça. Et je dis que nous allons nous battre de façon républicaine, de façon démocratique, évidemment. Mais nous demandons à ces gens-là de savoir raison garder. Et nous invitons le président Macky Sall à demander aux forces de l'ordre de rejoindre véritablement le... Oui, Tabouré, de quoi avez-vous peur finalement? Dakar est vraiment envahi par les forces de l'ordre qui veillent au grain 24 heures sur 24, comme si véritablement on était en état de siège. Mais nous n'avons pour le simple délibéré d'un procès, comme vous dites. Mais nous n'avons peur de rien. C'est parce que tout simplement, vous avez entendu... Donc, on a vu la COJER s'est réunie en sortant une déclaration incendiaire, en promettant de répondre œil pour œil, dent pour dent. Vous, les cadres, vous êtes réunis. J'ai vu le communiqué signé par le ministre Alassane Sall, qui promet également de répliquer si jamais l'opposition, en tout cas, contester ce verdict-là. Alors, mais de quoi avez-vous peur? Pourquoi ne pas rester serein et laisser la CREI donner son verdict? Mais on n'a pas peur. Mais vous avez entendu ce discours. Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'État a la responsabilité de préserver l'ordre public. Et c'est ce que l'État est en train de faire. Ça, c'est un devoir de tous les jours. Parce que quand des gens menacent la sécurité nationale, vous avez entendu ce discours incendiaire. Les gens qui disent que quand Karim Wade est condamné, et le président de la République ne passera pas la nuit au niveau du palais. Vous avez entendu le discours de Maître Abdoulaye Wade. Vous avez entendu les autres discours. Donc, un État normalement responsable doit prendre les devants et assurer la sécurité des biens et des personnes. Prendre les devants, c'est aller chercher un maire qui est chez lui, lui dire que voilà, vous avez beaucoup de plus chez vous. Non, c'est qu'au niveau de... pour ce maire, M. Ou bien un militant qui entre à la permanence du PDS, vous le prenez, vous l'amenez au commissariat? Non. Quand les gens, ces gens-là ont fait des actes et des comportements donc, qui montrent évidemment que c'est des gens qui se préparaient à attenter quelque part à la sûreté de l'État. C'est tout. Et c'est de ce point de vue, mais l'État intervient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que l'État croise les bras? L'État est garant de l'ordre public. Donc l'État doit jouer son rôle régulier et d'assurer la sécurité des biens. Et c'est ce que l'État est en train de faire. Mais ce que je voulais dire à M. Ndiaye, je le disais tout à l'heure à propos du procès, que pour le patrimoine de Karim Wade, surtout les sociétés, mais Maître Patricia Alé, je veux dire que c'est une notaire. C'est un agent assermenté. C'est-à-dire ce qu'un notaire ou une notaire dit, veut en fait vérité jusqu'à... Donc nous n'oublions pas, c'est des propos très sérieux. Et c'est Maître Patricia Alé qui a créé toutes ces sociétés, qui a dit que c'est Karim Wade qui lui a donné le nom, le capital social, le nom des actionnaires et qui a libéré l'argent qui servait à constituer ces sociétés. C'est elle-même qui l'a déclaré. Je vous ramène aux déclarations de Maître Patricia Alé, allez voir. Donc si une société ne vous appartient pas, comment une société ne vous appartient pas? Vous en donnez le nom, vous en donnez le capital, vous en donnez le gage et vous sortez votre argent pour la constitution de ces sociétés. C'est la parole de Maître Patricia Alé contre celle de Karim. Non, mais je dis, c'est une notaire, c'est un agent assermenté, ça que j'ai dit. J'ai dit sa parole vaut plus qu'un simple même citoyen, parce que c'est un agent d'État assermenté. Sa parole vaut vérité jusqu'à preuve du contraire. Ce que je dis, la parole du notaire, ce n'est pas la parole d'un simple citoyen comme ça. C'est des gens qui sont assermentés par là. Donc c'est pourquoi je dis, quand vous dites que ces sociétés-là, il y a... Non,
Ces sociétés sont là, celle qui les a constituées l'a carrément dit et d'autres personnes ont carrément affirmé cela. Donc je pense que de ce point de vue, ne dites pas que Karim Wade n'a rien fait. Parce qu'il a fait quelque chose. Maintenant, on va laisser au juge, le jour J, de nous montrer l'ampleur vraiment de cette délinquance économique et financière. Et surtout donc cette préjudice qui a été causée à l'État. Voilà, nous allons laisser donc à la justice de faire son travail qui va donner de toute façon le verdict lundi prochain en toute sérénité, en tout cas en âme et conscience ou bien, comme ils le disent, dans leur intime conviction. Donc je rappelle que nous sommes avec M. Tabouré Agne, il est conseiller municipal à Pikine-Est, président de la commission des finances, avec aussi sur ce plateau M. Amadou Mokhtar Ndiaye, il est le secrétaire général du Parti citoyen et républicain. Voilà, donc nous allons passer donc à la seconde actualité, c'est-à-dire l'emprunt obligatoire de la mairie de Dakar, portant sur 20 milliards, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Des deux côtés, qu'on soit du côté de Khalifa Sall et du Parti socialiste, qu'on soit donc de l'APR ou bien même du côté du ministère des Finances, on entend un autre son de cloche, c'est-à-dire on ne parle pas de blocage politique comme le soutient en tout cas M. le maire et ses amis au niveau du ministère des Finances, et notamment même le Premier ministre qui est venu à l'Assemblée a parlé plutôt d'aspects techniques qui sont donc le soubassement de ce blocage. Alors, M. Ndiaye, quelle est votre lecture sur ça? Donc moi, je pense que quand même, après avoir suivi tout le processus, lorsque le maire de Dakar, Khalifa Sall, lançait l'emprunt obligatoire à hauteur de 20 milliards pour tout simplement traduire en acte son ambition pour la ville de Dakar, je pense que Khalifa Sall, qui est aussi en réalité un homme d'expérience, Khalifa Sall aussi c'est un homme d'État, il ne faut pas l'oublier. Donc Khalifa Sall ne peut pas attendre véritablement à 10 jours ou bien à 15 jours de cela pour venir dire que tout simplement son emprunt a été bloqué. Je pense que c'est un processus. Et je reviens sur les déclarations de Khalifa Sall lui-même. On ne peut pas être plus rare que le roi. C'est lui-même qui a dit que depuis le début du processus, l'État a donné son cutus. L'État a donné son cutus et l'État a donné un avis de non-objection, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous sommes surpris. Véritablement, la communauté internationale qui accompagne le maire Khalifa Sall est aussi surprise véritablement de la posture de l'État qui vient à la dernière minute dire que l'emprunt obligataire à hauteur de 20 milliards ne serait pas possible. Et il a donné véritablement des réponses techniques. Bon, je vous le concède, vous avez des réponses techniques qui émanent du ministère de l'économie et des finances. Mais moi je dis que par rapport à la lecture de ce blocage, il s'agit purement et simplement d'un blocage politique. Pourquoi? C'est pour porter un coup de frein à l'élan de sympathie dont jouit le maire de Dakar et pour aussi porter un coup d'arrêt par rapport à l'ambition que M. Khalifa Sall nourrit pour sa ville de Dakar et pour tout le Sénégal. Et moi je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont dans une logique qui est là et qui est très claire. L'APR au pouvoir, dirigé par le président Macky Sall, est dans une logique de liquidation systématique d'opposants, entre guillemets, ou bien d'opposants potentiels, ou bien de gens qui peuvent être de potentiels candidats. Et ils savent qu'en réalité, la réélection du président de la République passe par véritablement au moins l'arrivée en tête de l'APR ou bien de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du premier tour du scrutin, à hauteur de 54%. Or, aujourd'hui, vous avez vous-même la nomenclature politique et la cartographie politique du pays ne peut pas permettre au président Macky Sall de briguer un second mandat dans ce pays. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle il tente, à travers ces procédés machiavéliques, de porter un coup de frein ou bien de porter un coup d'arrêt à l'élan de sympathie dont joue le maire Khalifa Sall. Aujourd'hui, vous avez vu que la coalition Benno Bokk Yakaar est dans une totale déliquescence. Aujourd'hui, vous avez vu l'état de déstructuration très avancé de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a Malick Gakou de l'AFP, numéro 2 de l'AFP, qui a tourné le dos à Moustapha Niasse, ou bien qui a été limogé, selon le cas si vous voulez, mais qui représente une importante frange de ce parti politique. Aujourd'hui, le président Macky Sall est avec Moustapha Niasse, qui ne représente plus grand-chose du point de vue de l'électorat. Il est avec le Parti socialiste qui a déclaré sa propre candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que politiquement, le Parti socialiste aura son candidat et que vous ne pouvez pas avoir un candidat du Parti socialiste qui vote pour le candidat de l'APR. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont ou bien en coalition lors des élections de 2017. Et aujourd'hui, moi, je pense que la décision qui émane du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas une décision qui émane exclusivement de ce ministre-là. Moi, je pense que Khalifa Sall se trompe d'ailleurs de cible. Khalifa Sall ne doit pas attaquer Amadou Ba. Amadou Ba n'est qu'un exécutant. Un ministre ici, il n'est qu'un exécutant.
c'est le président de la République qu'il fallait attaquer. C'est Macky Sall qui a donné des instructions pour dire à Amadou Ba de faire un blocage de l'emprunt obligataire de Khalifa Sall. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Khalifa Sall arrive à mobiliser au niveau du marché financier international la somme de 20 milliards, il va traduire en acte ses ambitions pour la ville et au-delà, véritablement renforcer véritablement la capitale sympathie dont il jouit et tout simplement aller au niveau des élections de 2017. Ils ont peur, ils sont dans une logique de liquidation systématique d'opposants politiques et ça nous le dénonçons et nous demandons à M. Khalifa Sall de garder le cap, de se battre et quoi qu'il advienne de quitter cette coalition Benno Bokk Yakaar qui va du reste quitter le pays très bientôt. Voilà, M. Agne, apparemment, donc, pour vous, tous les moyens sont bons pour casser de l'opposant. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par la déstabilisation de l'opposition avec les emprisonnements, mais aussi tout opposant qui semble vouloir, je ne sais pas, avoir des ambitions présidentielles, comme le cas de Khalifa Sall, alors qu'il demande un emprunt obligataire, vous le bloquez financièrement. Mais moi, je pense que, M. Ndiaye, il y a une manie dans l'opposition sénégalaise de voir la politique partout. La politique politicienne partout. Mais ça, c'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'en tant qu'intellectuel, quand même, M. Ndiaye, on peut faire quand même une analyse objective quand on est là en train de débattre. Quand même, vous ne pouvez pas faire de la météo politique et quand même faire des spéculations sur quelque chose qui n'arrivera pas. Que d'ici, c'est là le candidat. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes bien placé pour savoir comment se passe un emprunt obligataire. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais cet emprunt obligataire, monsieur le Premier ministre l'a dit. Le problème, c'est un problème technique. C'est-à-dire que moi, ce que je déplore d'abord, c'est les paroles de M. Ndiaye, quand il dit que c'est le président Macky Sall qui a donné des ordres à M. Amadou Ba pour bloquer l'emprunt obligataire. Mais vous n'avez pas de preuves sur ça. C'est-à-dire que ça, c'est des affirmations graves, et c'est des affirmations graves, ce que vous dites. Parce que vous dites, vous pouvez nous sortir des preuves. Que, évidemment, c'est Macky Sall qui a donné... Mais M. Agne, excusez-moi, mais depuis maintenant quelques jours, depuis la sortie du Premier ministre, et que, disant que bon, la mairie de Dakar est trop endettée, ne peut pas supporter certaines dettes, mais Khalifa Sall a tout simplement répondu que lui n'a jamais demandé à ce que l'emprunt obligatoire soit garanti par l'État du Sénégal. Il a ses partenaires privés comme l'USAID, comme le... Voilà. Non, je pense que là... Et depuis qu'il a dit ça, depuis sa sortie de Khalifa Sall, on remarque que systématiquement, il est attaqué par l'APR. On a vu récemment la COJER. Khalifa n'a pas adopté des postures victimaires, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, mais que je sache, M. Khalifa Sall n'a jamais dit que c'est le président qui a donné des instructions à M. Amadou Ba. Je pense qu'il faut que ça soit clair. C'est lui-même qui a fait ces spéculations. Il a lu entre les lignes, c'est son devoir le plus absolu. Mais je dis, pour l'emprunt obligatoire, je pense qu'il y a une confusion. L'État n'a pas dit, monsieur le ministre de l'économie et des finances n'a pas dit que l'emprunt obligataire et que l'emprunt n'aura pas lieu. L'État a demandé la suspension. Ce n'est même pas l'État qui a suspendu l'emprunt obligataire. C'est le Conseil régional de l'épargne publique, des marchés financiers, le CREMF, qui a suspendu l'emprunt obligataire. Et même le CREMF, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA, en suspendant l'emprunt, a carrément reconnu que les arguments que l'État a donnés, l'État du Sénégal a donnés, c'est des arguments quand même valables. C'est pour ça le maire n'est pas convaincu de toute façon. C'est sur ces arguments que l'État, le Conseil s'est basé pour suspendre l'emprunt. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui a suspendu l'emprunt. C'est cette commission-là, c'est cette conseil-là qui sont là-dedans. D'autre part, j'ai dit, pour l'emprunt obligataire, mais les arguments sont des arguments techniques. Parce que, qu'est-ce que le ministre de l'économie et des finances a dit? Il a dit, les arguments qu'il a donnés. Il y a discontinuité de la ville. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est le statut donc, de la société de patrimoine immobilier de Dakar. Et troisièmement, c'est les effets contingents. Mais vous n'êtes pas sans ignorer, vous êtes quand même un politicien, vous êtes un responsable de parti politique. Mais l'acte 3 de la décentralisation vient tout juste d'être voté. En 2014, avant l'acte 3, il y avait la loi de 96. Or, l'emprunt obligataire qui a été effectué par M. le maire de Dakar était un emprunt obligataire qui était fait sous le coup de la loi de 96-06 portant donc le code des collectivités locales. Alors, le contexte juridique a changé. Aujourd'hui, par exemple, la ville n'a plus le statut qu'il avait sous le coup de la loi de 96. Le statut de la ville a changé. Le budget de la ville a changé. Le budget de la ville de la mairie de Dakar, par exemple, est passé de 56 millions à 56 milliards à 46 milliards. Mais ce que le ministre des Finances a dit, le ministre des Finances leur a dit, mais écoutez, M. Khalifa Sall, lorsque vous constituez votre emprunt, vous l'avez fait sous la loi 96. Aujourd'hui, l'acte 3 est arrivé. Vos ressources ont diminué. Nous voulons savoir, est-ce que jusqu'à présent, vous avez la capacité de régler vos dettes? Donc, nous voulons savoir votre niveau d'endettement et est-ce qu'ensuite, deuxièmement, vous avez la capacité de rembourser votre dette?
Donc, sur cet aspect, il nous a dit qu'il ne comptait pas sur l'État, en tout cas, pour garantir ces emplois. C'est ce que je dis. J'ai dit, là, M. Khalifa Sall a fait tout faux. Parce que je l'ai lu, il a dit qu'il y a 3... C'est un emprunt obligataire de 20 milliards. Il a dit qu'il y a 3 niveaux de garantie. Je reprends ses dires. Il a dit le premier niveau de garantie, c'est l'EASD qui est garanti à hauteur de 10 milliards. Et l'État garantit à hauteur de 10 milliards, ça fait 20 milliards. Le deuxième niveau de garantie, il dit que c'est les équipements marchands qu'il faut rentrer des recettes. Et le troisième niveau de garantie, c'est la ville de Dakar. Mais je dis, il n'y a pas 3 niveaux de garantie. M. Khalifa Sall est en train de tromper les gens. Il n'y a qu'un seul niveau de garantie. Je vous explique. L'emprunt obligataire est à hauteur de 20 milliards. L'USAID garantit à hauteur de 10 milliards. Et l'État garantit à hauteur de 10 milliards. Ça fait 20 milliards. Alors, s'il y a défaillance, d'une somme, par exemple, qui dépasse, et s'il y a défaillance, je donne 2 possibilités. S'il y a défaillance d'une somme qui dépasse 10 milliards, l'État est engagé, les finances de l'État sont engagées. Si, par exemple, il y a défaillance à hauteur de 15 milliards, vous avez l'USAID va donner 10 milliards et l'État va donner 5 milliards. Et d'autre part, mais quelqu'un qui emprunte, moi, quand vous m'empruntez de l'argent, vous me donnez 2 garanties. Mais quand je reprends moins d'argent, quand il y a différence, je peux saisir soit Georges Nastra, soit je peux vous saisir. Donc l'État est au premier niveau de garantie, n'est pas au deuxième ni au troisième. Les équipements marchands dont il parle, les équipements marchands font partie de la ville de Dakar, sont budgétisés dans le budget de la ville de Dakar. Donc quand il dit qu'il y a les équipements marchands et la ville de Dakar, ça pose problème. Puisque ces équipements marchands, les produits qui rentrent par rapport à ces équipements marchands sont budgétisés, sont budgétisés au niveau de la ville. Donc voilà. Il n'y a que ce niveau de garantie. Ça c'est l'aspect technique. Donc, mais est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que je ne sais pas, ce différend-là puisse influer négativement sur vos relations avec le Parti socialiste? Oui, maintenant... Vous avez entendu Ousmane Tanor Dieng dire qu'il est, en tout cas, de tout cœur avec le camarade Khalifa Sall, leur camarade Khalifa Sall, et qu'ils vont se battre pour que Khalifa Sall débloque en tout cas, nous, en tout cas, si vous avez très bien écouté le ministre de l'économie et des finances, l'État est prêt à engager. On a demandé à Khalifa Sall de venir, de s'approcher des services du ministère de l'économie et des finances pour que l'État puisse l'accompagner pour que cet emprunt obligatoire puisse avoir lieu. Parce que cet emprunt obligatoire est un emprunt important. C'est le premier emprunt obligataire du Sénégal. C'est le premier emprunt obligataire d'une somme de 20 milliards. Donc si l'exemple réussit, ça veut dire que les autres collectivités peuvent en bénéficier. Mais M. Khalifa Sall, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont... C'est ça qui nous pose problème. Pourquoi politiser un problème qui est un problème technique? Mais vous aussi, vous politisez le problème. Non, comment nous l'avons Oui, mais en disant que Khalifa se pose en victime, voilà, pour aller aux élections, c'est tout ça. Ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est parce que si on donne des arguments techniques et qu'eux, ils parlent de politiser l'affaire, mais ça nous pose problème. On ne sait pas maintenant quelle est l'intention de Khalifa Sall. Est-ce qu'il y a une idée derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent... C'est une stratégie qui est mise en place pour pouvoir sortir donc de Benno Bokk Yakaar et pour préparer ces élections présidentielles. Comme vous dites que c'est un candidat potentiel. Je ne sais pas. Mais je pense que dans ce dossier... Ce sont ces partisans qui le disent. Ce sont les... Oui, Ndiaye, est-ce que vous ne pensez pas que ce quiproquo-là, ces différents puissent signer le glas, sonner le glas donc, du compagnonnage entre l'APR et le Parti socialiste? Ok, d'accord. Donc, moi, je pense que, pour revenir un peu aux explications de mon co-débatteur, il s'agit en réalité des allégations ou bien des informations qui sont données par le ministre de l'économie et des finances. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu, et je vous l'ai dit tantôt au début de mon analyse, j'ai dit que le ministre de l'économie et des finances a donné des raisons techniques. Mais moi, ce que je dis, je ne conteste pas les raisons techniques qui ont été avancées par le ministre de l'économie et des finances. J'ai dit que derrière toute décision technique, il y a une décision politique. Et ça, si vous êtes un homme politique... Ou bien des motifs politiques. Moi, je respecte la posture de mon co-débatteur parce que tout simplement, c'est un élu local. Et lui, il sait qu'il y a toujours une posture politique véritablement dans les politiques. Même dans les politiques publiques qui sont développées par le président de la République, il y a une dose ou bien il y a un caractère purement politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi investir de façon massive au niveau des femmes et en laissant un peu en rade les jeunes? Pourquoi ça? C'est parce que 40 milliards. Oui, 40 milliards de femmes. Les femmes vont bénéficier d'un autre financement de 40 milliards. Voilà, les femmes vont bénéficier d'un financement de 40 milliards. Et maintenant, ça, je pense qu'il y a tout simplement une visée, il y a une volonté politique derrière. Donc, vous ne pouvez pas, mon cher ami de la paire, dissocier les aspects techniques des questions politiques. Ce n'est pas possible. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Surtout lorsque nous sommes dans une coalition aussi hétéroclite que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est tout simplement représentée au niveau du gouvernement par les gens du Parti socialiste et par les responsables de l'AFP. J'ai dit tout à l'heure que le Parti socialiste a dit, et moi je reprends simplement la déclaration des responsables, de hauts responsables du PS, notamment du secrétaire général du parti. Ils ont dit qu'ils vont partir en 2017 avec sous leur propre bannière. Ils vont avoir quelques
qui va porter la candidature du Parti socialiste. Et tout porte à croire. Je dis que vous avez dit qu'il n'y a pas de méthode politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand même, il y a des indices sur lesquels, véritablement, on peut se baser pour nous aussi, en tant qu'homme politique, de faire des, de faire des prévisions, ça et là. Et les indices, tout porte à croire que Khalifa Sall, quand même, jouit, et ça c'est un fait qui est là, qui est réel, qui est indéniable, jouit d'un élan de sympathie fort de la part des populations de la ville de Dakar. Khalifa Sall est un responsable, c'est un homme d'État qui jouit de l'élan de sympathie de beaucoup de nos compatriotes. Et vu sur ce rapport-là, je pense que essayer tout simplement de lui mettre les ballons dans les roues, c'est une chose, et on serait tenté de croire que c'est une posture politique de la part de l'État. Et je dis, moi, la position de l'État, de la République du Sénégal, si c'était moi, par exemple, Macky Sall, je vais permettre véritablement aux locales qui en ont la capacité, et même s'il y a un manquement de 10 milliards ou bien de 5 milliards, je vais adopter une posture républicaine pour reprendre l'expression de mon correspondant et permettre ou bien réunir les conditions véritablement pour que cette ville-là puisse accéder à cet emprunt obligatoire-là. Parce qu'après tout, les 20 milliards que Khalifa Sall va lever sur le marché financier international ne seront tout simplement investis qu'à travers les projets et ce sont les populations qui vont en bénéficier. Donc, vouloir refuser ou bien vouloir refuser de permettre à Khalifa Sall d'aller dans ce sens-là, je suis désolé. Surtout que Khalifa Sall, c'est un allié après tout. Ça n'a pas été un peu... Il y a pas... Nous recevions donc sur ce plateau M. Tabouré Agne. Il est professeur au Prytanée militaire. Il est aussi conseiller municipal à Pékin-Est, président de la commission des finances. Merci à donc son co-débatteur Amadou Mokhtar Ndiaye. Il est professeur à l'université de Thiès. Il est aussi le secrétaire général du Parti républicain et citoyen. Merci à l'équipe technique qui m'avait envoyé, qui m'avait amené ici. Merci aussi à Oustaz Hassan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Duel. Merci.